né le 22 novembre. Voyez-vous, c'est l'esprit sagittaire. Voilà. Pour vous dire. Merci en tout cas pour cette amitié, merci pour cette marque d'amitié et de sympathie. Vous, membres du Front de résistance de la diaspora, je n'ai que des mots de gratitude et de reconnaissance à votre endroit. Vous m'avez accueilli avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de fraternité, dans des moments de détresse, dans des moments où j'en avais le plus besoin. C'est dans des moments de détresse, dans des moments troubles, où on se sent seul et on apprécie la main tendue, la main fraternelle. Et je peux vous dire, je le dis avec beaucoup d'émotion, la spontanéité de votre soutien, la grandeur de votre mobilisation, cette générosité, non seulement m'a ébloui, mais a ébloui le monde et a ébloui le Sénégal. Aujourd'hui, membres de FRDS, sachez qu'on ne parle que de vous au Sénégal. On ne parle que de vous pour vous être mobilisés spontanément, pour être à mes côtés quand j'avais été convoqué, interrogé et dans le cadre d'une procédure à la Cour d'appel de Versailles. Je l'ai dit plus d'une fois, votre mobilisation a été stupéfiante. Tôt le matin, vous avez abandonné famille, boulot, autre occupation pour venir à mes côtés. La plupart d'entre vous, ou je dois dire la quasi-totalité de vous, ne me connaissiez pas avant. Vous étiez venus non pas pour ma seule personne, mais vous étiez venus pour le Sénégal, pour les idéaux que nous partageons. C'est des idéaux de justice, de paix, de démocratie. C'est un acte citoyen que vous posez. Et c'est cet acte citoyen qui aujourd'hui nous rassemble ce soir. C'est tout à votre honneur et je veux louer votre capacité de mobilisation. L'aéropage dans cette salle en témoigne. Et je peux dire que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Vous avez réussi ce que beaucoup de gens ne peuvent pas réussir au Sénégal et même ailleurs. Fédérer des gens avec un seul objectif, le patriotisme. Un seul objectif, l'idée de pousser là en avant pour le développement économique et social de notre pays, mais aussi pour le mieux-être des populations sénégalaises. Vous avez dans cette salle rassemblé hommes et femmes politiques, de la société civile, des hommes d'affaires, des intellectuels, qui ne sont pas toujours dans la politique, mais qui aujourd'hui sont préoccupés par le devenir du Sénégal, notre devenir à nous tous. C'est dire vraiment cela, c'est une gageure de ce que vous avez réussi et je vous félicite et vous encourage dans cette dynamique-là. Tantôt, j'ai parlé avec un jeune Sénégalais qui tenait à me préciser que je ne fais pas de la politique. Tout est politique. Il y a une émission de CNews qui semble bien plaire à mon ami et jeune frère Mamoudi Ibrahim. Tout est politique, encore une fois. On est en France et aussi peut-être on est dans un milieu où on peut, sans trop de risques, citer des hommes de gauche. Michel Rocard disait que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Un grand homme de chez nous, un patriarche, Abdoulaye Wade, nous enseignait, et je le reprends dans un de mes livres que j'ai offert un peu dans ma dernière publication que j'ai donnée aux organisateurs de cette rencontre, que si vous ne faites pas de la politique, des moins méritants que vous feront de la politique et vous dirigeront et vous gouverneront et décideront à votre place. Je pense que c'est ce que nous vivons au Sénégal aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le meilleur de ce que recèle notre peuple en compétences, en probité, en capacité intellectuelle, mais aussi en termes de technicité ou d'expertise dans la gouvernance publique, soit aujourd'hui aux affaires dans notre pays. Je ne suis pas sûr. C'est le fruit de quoi? Peut-être que d'aucuns se sont sentis beaucoup trop précieux pour ne pas faire de la politique ou ne pas aller faire un acte citoyen. D'aucuns ont pensé le jour du vote que d'autres le décideront à notre place. Et de toute façon, ne vous en faites pas, les gens ne laisseront pas passer ces rêveurs ou bien peut-être ces gens qu'on peut considérer à la limite irresponsables. Chacun pensait se défausser sur l'autre ou déléguer sa responsabilité à un autre. Et ils ont eu une capacité de mobilisation qui a fait rêver. Ils se sont imposés à nous démocratiquement, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on peut considérer comme un pétrin et on va en discuter. En fait, fondamentalement, je suis peut-être d'une trajectoire de gauche, mais
avec l'évolution humaine, peut-être que j'ai pu avoir des idées de droite, mais j'aime bien citer les gens de gauche. Et sur cette question de populisme, j'aime bien quelqu'un qui s'appelle Jean Cazeneuve, Bernard Cazeneuve du moins. Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur de la France, ancien Premier ministre, disait du populisme que c'était le dégagisme qui va mourir de son propre poison. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? On a dit il faut dégager l'équipe qui était en place. C'était le dégagisme tous azimuts. Il faut qu'il cède de la place. Il y avait un élan, une dynamique qui a fait qu'il fallait dégager une équipe sans même. On a participé à dégager une équipe sans essayer de savoir à la place qu'est-ce qu'on va avoir. On s'est interdit d'interroger un projet politique. On s'est interdit d'interroger la trajectoire des leaders de cette dynamique. On s'est refusé de voir la réalité qui pourtant était évidente devant nous. Cette réalité, c'était quoi? Ce populisme qui mentait, ce populisme qui ne disait pas la vérité, ce populisme démagogique, ce populisme qui prônait la violence, ce populisme qui prônait toutes les antivaleurs de notre société sénégalaise. Nous l'avons accepté, nous avons laissé faire. C'est au Sénégal, avec cette dynamique de populisme, qu'on a insulté les personnalités les plus sacrées de notre pays. Il n'y a pas une autorité religieuse, qu'elle soit musulmane ou d'une autre confession, qui n'ait eu droit à des insanités au Sénégal et on a laissé faire. Il n'y a pas une autorité politique, quel que soit son rang au Sénégal, qui ait été insultée, traînée dans la boue et qu'on n'ait pas laissé faire. Il n'y a pas eu au Sénégal une personnalité publique qui compte, qui n'ait pas été traînée dans la boue et qui n'ait été salie dans son intimité et dans sa vie privée, on a laissé faire. Et le populisme, ce dégagisme se nourrissait de cela. Ce dégagisme entretenait une certaine haine. Ce matin, je lisais un article avec beaucoup d'intérêt paru dans le journal Le Quotidien, signé par mon ami Bachir Fofana, qui parlait de hainocratie. On a développé chez le Sénégalais ce qu'il y a de plus exécrable, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter ou de ne pas supporter ou de ne pas se faire avec la réussite d'un autre. C'est ça, malheureusement, là où notre pays est arrivé. Et c'est aujourd'hui incarné, prôné par l'élite politique du pays. Et c'est ce que nous vivons tous les jours à notre corps défendant. Il n'y a pas un jour où au Sénégal on observe un acte qu'on peut dire de méchanceté gratuite, un acte d'ostracisme, un acte de règlement de compte ou un acte d'injustice à tout point de vue. Cela doit nous réveiller. Cela doit nous interpeller pour qu'on puisse se dire jusqu'où on va aller et il faudrait qu'on s'arrête à un moment pour regarder la trajectoire de notre pays et savoir peut-être comment une prochaine fois nous repositionner et comment à l'avenir faire en sorte que le pays ou notre destin ou notre destinée ne tombe pas entre toutes les mains. Nous avons au Sénégal une manie. Chaque fois au lendemain d'une élection pratiquement, au lieu de se mettre à travail, on pense à l'élection suivante. C'est la réalité. En tout cas, au moins, c'est cette dernière décennie. Souvenez-vous, en 2019, au lendemain de l'élection présidentielle, au lieu de continuer à faire des projets qui étaient en cours et les développer et les renforcer ou créer de nouveaux projets, le débat politique au pays, c'était quoi? Est-ce que Macky Sall sera candidat en 2024? Dès le lendemain de la proclamation de sa victoire, tout le monde se disait qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc pendant 5 ans, on a été nourri, abreuvé par l'idée d'un troisième mandat qui a empesté la vie politique sénégalaise, qui l'a empoisonné. Et entre-temps, l'affaire de Sweet Beauté, le jacuzzi de Sweet Beauté nous a causé tous les malheurs du monde de 2021 jusqu'à maintenant. 2024, il y a une élection présidentielle. Dès le lendemain de l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Au lieu de se mettre au travail, à quoi pense-t-on? Qui sera candidat en 2024? Ce n'est même pas l'opposition qui le dit. Le débat de la candidature, maintenant, c'est dans le propre camp des gens qui sont au pouvoir.
Dès l'élection de Bassirou Diomaye Faye, les gens disent écoutez, il n'a qu'à faire un seul mandat, après il faudra qu'il laisse la place à un autre. Donc le débat de la présidentielle de 2029 se pose au sein du parti Pastef. Mieux ou plus grave, ils ont même voulu faire une réforme constitutionnelle ou bien un chamboulement de nos institutions pour faire une présidentielle anticipée. On a vu ce qu'on a appelé ce que le triumvirat avait décidé dans notre dos, le complot qu'ils avaient fait pour se dire, écoutez, tu fais 2 ans, tu nous laisses terminer par un jeu de chaises musicales ou un jeu de prestidigisation. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. C'est une expression assez galvaudée, mais il faudrait qu'on s'y arrête. On va, chers amis, chers compatriotes, tout droit dans le mur. On va tout droit dans le mur. Et c'est ce qui me permettra de parler de situation économique. Et malheureusement, les Sénégalais ne nous ont pas écoutés, nous tous, qui avions l'outrecuidance ou bien la langue pendue pour parler avant tout le monde. Souvenez-vous. Bassirou Diomaye Faye est installé le 2 avril 2024. N'est-ce pas? Dans un élan populaire, on a salué la démocratie sénégalaise, le modèle démocratique du Sénégal. Dites-vous bien que tous les signaux étaient au vert. Tous les signaux étaient au vert. Les institutions étaient fortes en place et chacune de ces institutions avait joué son rôle. Ce n'était pas discutable. N'est-ce pas? Le monde a salué l'idéal démocratique sénégalais. Ce n'était pas discutable. Sur le plan économique, qu'est-ce qui s'était passé? Souvenez-vous que le 9 avril, moi je vais être factuel, le 9 avril 2024, le premier décaissement fait en faveur du Sénégal était de 324 milliards de francs CFA, qui était la réserve de gestion préparée par le gouvernement de Macky Sall pour la nouvelle équipe dirigeante. C'était des fonds de la Banque africaine de développement. Si vous avez oublié cela, faites la moindre recherche sur Internet, vous retrouverez cela. 324 milliards pour démarrer la gestion. Eux-mêmes avaient fait, revenez à leur première déclaration, Ousmane Sonko, le ministre des Finances et le président Bassirou Diomaye Faye, disaient qu'ils étaient agréablement surpris de trouver quand il y avait des ressources au niveau de l'État. Ils n'avaient pas déploré un problème financier quelconque au niveau du pays. Souvenez-vous bien de cela. J'ai parlé de 9 avril 2024. N'est-ce pas? Le Sénégal était sur un programme avec le Fonds monétaire international qui avait une enveloppe de 1200 milliards et on devait recevoir 400 milliards au mois de juillet 2024, j'ai dit. Donc 2 ou 3 mois après cette échéance. Je parle fait, que vous pouvez vérifier vous tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le FMI, qui était venu à l'installation du président Bassirou Diomaye Faye, a fait une mission en avril qui a été bien saluée et qu'on avait dit que tout était au point et qu'on allait continuer le programme du FMI. Et qu'on allait même continuer le PSE. C'était ça les faits. 2 mois après, le FMI revient en revue. Le FMI devait venir en revue le 5 juin 2024. Il s'est trouvé que le 4 juin, les 4 et 5 juin 2024, le gouvernement du Sénégal a lancé un eurobond de 750 millions d'euros qu'ils ont donné à la banque JP Morgan. Vous êtes témoin. Le FMI qui devait venir le 5 a considéré que, n'étant pas informé ou associé à cette opération, a préféré attendre la fin de cette opération pour venir au Sénégal. C'est comme ça que le FMI est venu au Sénégal le 6 juin 2024. Donc après qu'on ait fini cette opération d'eurobond. Émile Gemaël, qui est chef de mission, a fait une conférence de presse le 16 juin 2024 à Dakar. Et je parle sous le contrôle des journalistes qui sont là. En l'occurrence, un patron de presse bien réputé, Mahmoud Ibraka, qui ne me laissera pas mentir. Émile Gemaël, qu'est-ce qu'il a dit? Le Sénégal n'a pas besoin de 750 millions d'euros, en l'occurrence 450 milliards de francs CFA, parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'était dit ou pas? Oui, c'était dit. Donc, vous empruntez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de reprofiler la dette que vous avez trouvée ici, pour pouvoir souffler. Et le FMI disait autre chose. Nous ne savons pas ce qui vous a poussé à emprunter. Nous ne savons pas dans quelles conditions vous avez choisi JP Morgan, la banque intermédiaire.
Nous ne savons pas à quel taux vous vous êtes endetté, nous ne savons pas combien vous avez payé aux agences et intermédiaires et commissions. Ce qui veut dire opacité totale. Expliquez-vous sur ça. C'est ce que le FMI a dit publiquement, en toute transparence. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui avaient dit, il y a un problème. Si vous ne réglez pas cette question du FMI, vous ne la clarifiez pas maintenant, on risque d'avoir des problèmes dans la gouvernance à venir. C'est ce qui est arrivé. Les réponses demandées par les FMI n'ont pas été données. Première conséquence, les 450 milliards que les FMI devaient donner au mois de juillet, ils ne l'ont pas donné. On nous a laissé nous coltiner avec cet endettement-là. Le FMI est revenu au mois de septembre pour exiger la même chose. On n'a jamais donné une réponse à cet emprunt. Mieux encore, quand le FMI n'a pas donné les 450 milliards, on a repris la même JP Morgan pour lui demander encore de lever un autre eurobond dans les mêmes conditions pour pallier le manque de l'argent que devait verser le FMI. C'est les faits. C'est les faits. Donc, entre le mois de juin et le mois de septembre, le Sénégal a emprunté 850 milliards en eurobond à l'insu du FMI. Voilà la réalité des choses. Et plus grave, qu'est-ce qu'on a sorti au mois de septembre? Il faut bien aussi que les choses soient très claires. Au mois de septembre 2024, précisément le 16 septembre 2024, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'on parle de dette cachée là. On met toujours Ousmane Sonko en avant. Mais ce n'est pas le premier qui est parlé de ça. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a déclaré pour la première fois qu'il y a une dette cachée. Et après, le gouvernement a embrayé sur ça. Il l'a dit le 16 septembre et il l'a répété le 31 décembre 2024. Voilà les faits. Ensuite, le Premier ministre a entonné cette chanson d'être cachée. On a demandé à une mission de la Cour des comptes de se pencher sur ça. Avant de le faire, ils ont pris un cabinet privé. Non, enfin, ils n'avaient pas encore pris un cabinet privé. Ils ont fait un rapport sur l'état d'exécution. Parce qu'en fait, la loi permet et autorise que le nouveau gouvernement, dans les 3 premiers mois, doit faire un rapport sur la situation économique et financière du pays. Ce rapport a été fait par l'équipe en place, c'est-à-dire la nouvelle équipe, et ce rapport prétendait ou affirmait ou soulignait une dette qui n'était pas comptabilisée, qu'on appelait une dette cachée. D'abord, il faut dire que ce rapport devait être publié dans les 3 premiers mois. Le gouvernement qui s'installe en avril devrait donc déposer ce rapport-là 3 mois après, et ce rapport, le Cour des comptes avait 1 mois pour le valider. C'est ça le texte. C'est au mois de septembre qu'ils ont publié ce rapport-là. Donc 6 mois après, la Cour des comptes devait l'examiner 1 mois après. La Cour des comptes n'a pu se prononcer qu'au mois de décembre et le rapport a été publié au mois de janvier 2025. C'est ça les faits. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette opération-là? Peut-être que je suis un peu long, mais c'est utile aussi de clarifier les choses. La Cour des comptes, tous les rapports de la Cour des comptes sont toujours systématiquement, excusez de la redondance, adoptés en séance plénière. C'est ce seul rapport qui est le plus important dans la gouvernance d'un État qui n'a pas été adopté en séance plénière. Il n'y a qu'une seule chambre qui l'a adopté. Et pourtant, la Cour des comptes avait demandé à ce que ce rapport passe en plénière, on l'a refusé. Je l'ai souligné. J'ai fait un article pour dénoncer ce fait-là, que ça n'a pas été adopté en séance plénière, comme on le fait avec tous les rapports de la Cour des comptes. Et j'ai trouvé cette curiosité-là. Mieux encore, le rapporteur a été nommé directeur général du budget 3 mois après. C'est vous dire simplement que si les procédures n'avaient pas été respectées, qu'à cela ne tienne. Mais pourquoi je parle de cette affaire-là, c'est qu'est-ce que ça nous a amené? Ça a renforcé nos problèmes avec le FMI, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un accord avec le FMI. Et on ne le trouvera pas tant que cette politique-là continue, et c'est ce qui va nous mener tout droit au mur. J'ai parlé d'endettement. Entre-temps, comment faire pour financer le budget de l'État? C'était recourir au marché de l'UEMOA. Figurez-vous qu'en 2025, c'est les chiffres du ministère des Finances. Le Sénégal a pris 3 600 milliards sur le marché sous-régional de l'UEMOA pour financer son budget. C'est quoi? Certes, c'est un financement qui n'est pas en devise étrangère, c'est en devise locale.
Mais quel est le taux d'intérêt avec lequel on a pris? On a pris à des taux à 2 chiffres, parce que vous prenez un endettement à 8,75%, vous y achetez les commissions, les intermédiations, les agences et les assurances, vous êtes à 10% au moins. Jamais le Sénégal n'a emprunté à un tel taux, même sur le marché sous-régional. Plus grave, à quelle durée d'endettement on a souscrit? Les dettes de 2024 ont été prises pour la plupart sur 1 an, 2 ans. Les dettes de 2025 sont prises sur 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que c'est des dettes à court terme. Il y a un embouteillage dans l'endettement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, comme vous l'avez suivi, a appelé les banques pour leur dire qu'on ne peut plus payer les dettes avant le 31 décembre, les dettes qu'on doit aux banques locales. Autre stratégie, on lève un endettement pour dire quoi? On devait vous payer, on ne peut pas vous payer, maintenant on vous le transforme en titre, c'est la titrisation. Quand vous entendez que le Sénégal a levé la semaine dernière 450 milliards, ce n'est pas de l'argent robet, c'est un jeu d'écriture. Vous devez à la Société Générale 100 milliards, que vous devez payer le 31 décembre, vous ne pouvez pas payer, vous dites à la Société Générale, ces 100 milliards-là, je devais vous les payer, c'était au taux de 6%, maintenant je lance des obligations. Vous souscrivez pour 100 milliards avec un taux de 10% ou de 8% sur l'année prochaine. Et comme ça fait les équilibres économiques. C'est ce qui fait que les banques peuvent avoir des équilibres comptables. Je parle, il y a des économistes dans la salle et des financiers qui savent bien ce que je parle. Je ne veux pas raconter des histoires. Ils seront là pour me démentir. Ils vont savoir que les écritures sont conformes, mais les banques n'ont pas de liquidité, il n'y a pas de cash au Sénégal. Et là où encore c'est plus grave, et pourquoi je vous dis qu'on va tout droit dans le mur? On va difficilement arriver à boucler cette fin d'année, mais le premier trimestre 2026, nous avons rendez-vous à des échéances les plus difficiles de l'histoire financière du Sénégal. Entre le 13 mars et le 30 avril, nous devons payer sur l'encours de la dette 800 milliards de francs CFA que nous ne pouvons pas payer, sans compter les encours de la dette au niveau de l'espace UEMOA et sans compter les dépenses de fonctionnement de l'État du Sénégal. On n'a pas un budget pour ça. On n'a pas les recettes pour ça. Et vous avez bien remarqué que le gouvernement qui se gargarisait de recettes intérieures n'en parle plus. Parce que les recettes intérieures n'existent plus. Quand vous avez tué la poule aux œufs d'or, quand vous avez trop fiscalisé les entreprises au point que les entreprises ne peuvent plus payer, vous n'avez plus de recettes. Vous pouvez faire des ordres de recettes, mais que vous ne trouverez rien à saisir, ou bien rien dans les banques, ou bien aucun contribuable ne pourra payer. Comme on disait, trop d'impôts tue l'impôt. C'est là où nous en sommes aujourd'hui dans la situation politique du Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal artificiellement est maintenu en vie. Et ça, c'est parce que il y a des pays qui ont une considération diplomatique avec le Sénégal pour maintenir ce Sénégal-là en vie. Et c'est justement l'un de ces premiers pays, c'est la France. Aujourd'hui, le Sénégal est en défaut de paiement de 2 milliards d'euros sur le trésor public français. Personne n'en parle parce que la France n'exécute pas cette garantie souveraine pour des considérations diplomatiques et politiques et géostratégiques. C'est France-là qu'on insulte tout le temps. Je ne suis pas là pour être l'avocat de la France, mais c'est des faits. Mon pays me concerne. On a 2 milliards d'arriérés d'impayés sur la France, que la France peut exécuter du jour au lendemain. Mais ça a une conséquence politique pour la France. Pourquoi la France hésite à le faire? Il y a les considérations diplomatiques, mais il y a des considérations politiques intérieures en France. Si la France exécute la garantie souveraine, selon les accords, le trésor français se substitue au Sénégal qui est défaillant. D'abord, on va dire que le Sénégal est défaillant, plus personne ne va prêter au Sénégal. La BPI exécute ses garanties souveraines, la Société Générale ou les autres financements sur le TER, sur le BRT, sur Air Sénégal, tout va fermer. C'est clair, si on exécute la garantie souveraine, mais tous les autres investisseurs internationaux ne vont plus investir au Sénégal ou bien vont même faire valoir leur garantie souveraine. Mais la garantie souveraine de la France, la France se substituerait au Sénégal. Aujourd'hui, l'équipe de Macron ne peut pas se permettre de dire aux Français, je paye 2 milliards d'euros à la place du Sénégal, eux qui ont un problème de boucler des budgets pour un déficit de 20 milliards d'euros ne peuvent pas le faire. Donc ça cause un problème de politique intérieure en France. Ça peut justifier aussi peut-être l'expectative ou l'attente de la France sur ce chapitre-là.
c'est vous dire que nous tous, nous vivons une situation économique difficile dans notre pays. Ce n'est pas à vous qu'on va la prendre. Vous savez que vous avez vos familles là-bas que vous portez à bout de bras. Vous savez comment vivent les familles maintenant là-bas et comment la pression devient plus forte chez vous, les émigrés. On ne vous apprend rien, nous le vivons tous. Mais cette situation économique et sociale, elle est difficile, mais elle sera encore plus difficile. Et ça a la conséquence politique de cela. C'est là où il faut faire attention. Vous savez, la stabilité politique, ce n'est pas seulement la démocratie, ce n'est pas seulement le respect des droits de l'homme. Quand les gens n'auront plus à manger, quand les gens n'auront plus leur salaire, il peut y avoir ce qu'on appelle les émeutes de la faim ou les émeutes de l'électricité. On l'a déjà vécu au Sénégal et dans d'autres pays. C'est là où il faut avoir un gouvernement fort et là où il faut avoir un peuple qui a des ressources de résilience, mais aussi qui a une perspective. Et je veux vous amener à quoi? À être conscient des risques aujourd'hui que vit notre pays. Notre pays vit des risques de violation démocratique, de violation des droits humains, d'injustice et de dysfonctionnement dans l'appareil judiciaire et dans le traitement judiciaire, mais aussi on vit des risques sur le plan économique et financier. Et ces risques seront encore plus graves qu'aujourd'hui, plus jamais l'environnement, ou plus que jamais, l'environnement des affaires s'est dégradé. Un investisseur qui va dans un pays, ce qu'il demande, c'est est-ce que si j'ai un contentieux dans ce pays-là, je peux avoir un traitement judiciaire équilibré et équitable. Ce qui n'est aujourd'hui malheureusement pas le cas au Sénégal. Tout le monde peut en convenir. Quel est l'investisseur qui va aller dans un pays comme ça? Aucun. Donc, au Sénégal, les investisseurs nous tournent le dos. On n'a plus de ressources, ni au niveau national, ni au niveau international. Et un pays a besoin de carburant, c'est les recettes, c'est les ressources pour fonctionner et pour marcher. Mais ça ne va pas, ça risque de ne pas seulement se limiter au Sénégal. Ça risque d'avoir une crise systémique du moins sur le système bancaire du Sénégal. Mais aussi ça peut avoir des incidences sur, je vois Dr Diop acquiescer de la tête, il sait mieux que moi ce dont je parle, et il va revenir sur ces questions-là. Mais je veux, à titre d'introduction, attirer votre attention sur la gravité de la situation et sur l'importance pour nous tous d'en être conscients et de nous préparer aussi à dire et à faire comprendre, parce que vous avez, on a mis en place une équipe démocratique, il faut bien aussi qu'ils entendent notre voix et qu'on les remette sur ce qu'on appelle le droit chemin, c'est-à-dire sur le chemin de la vie et de la gouvernance publique et démocratique. C'est dire simplement que les enjeux sont importants. Ils sont de divers ordres. Le Sénégal, comme je l'ai dit, est à la croisée des chemins. Ça nous interpelle, nous tous, et notre responsabilité à nous tous d'en être conscients. Je pense que c'est un problème diagnostiqué, on peut lui trouver une solution. Même si d'aucuns n'avaient pas diagnostiqué, avaient trouvé des solutions qu'ils ont oubliées depuis qu'ils sont en place. Tu vois, ben, vous riez, mais il n'y avait pas un livre solution. Qui en parle aujourd'hui maintenant? Qui en parle aujourd'hui maintenant? C'est justement ça le propre des démagogues. On nous vend du vent, mais à la réalité, à l'épreuve, parce que le problème du populisme et des démagogues, c'est toujours ça. Quand ils arrivent au pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on peut les mesurer et qu'on peut les tester. Et c'est à ce moment-là qu'on connaît leurs limites. On est en France ici. Souvenez-vous, les premières mairies gagnées par le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen. Les mairies de Valenciennes et autres. C'était des échecs cuisants. Et ils avaient vendu tout. Je ne dis pas que, peut-être entre-temps, ils se sont bonifiés, ils ont trouvé des cadres, etc. Peut-être que si les Français leur donnent le pouvoir, peut-être que ce sera différent. Mais le populisme, toujours, se casse le dent à l'épreuve de la gouvernance. Parce qu'ils ont trop promis ce qu'ils ne pourront pas satisfaire, parce qu'ils n'auront pas les compétences. Et j'en reviens à mon introduction avec la réflexion de Cazeneuve. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas la technicité. Et ils ont trop promis qu'ils ne pourront pas satisfaire. Et c'est ce peuple qui a cru en eux, qui a misé sur eux, qui va se retourner contre eux. C'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Qui c'est qui avait élu ces gens-là? C'était les marchands ambulants.
N'est-ce pas? Quels sont les premiers adversaires? C'est les marchands ambulants, c'est les taximans, c'est les jakartamans, c'est les ouvriers qui étaient dans le bâtiment, c'est les étudiants. C'est eux avec qui ils ont les problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, pourquoi ils se sont attaqués à ces secteurs-là? C'est toujours le propre du populisme. Le populisme, celui qui l'a porté au pouvoir sera son premier adversaire. Parce qu'il connaît la capacité de nuisance de celui qui l'a porté au pouvoir, à la capacité de mettre à la place un autre. Et il va falloir qu'il le supprime. C'est avec ces secteurs d'activité, mais c'est aussi avec les médias. C'est justement avec les médias. Ces gens-là, c'est les médias qui les ont portés au pouvoir. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, leur premier adversaire, c'était les médias sénégalais. Ils ont cherché à les fermer, à légiférer de façon injuste, en parlant de liste de médias valables et non valables. Ils ont bloqué le fonds d'aide à la presse. Ils ont refusé de payer les contrats publicitaires. Ils ont fait de l'ostracisme à l'endroit des médias qui les avaient portés au pouvoir. Plus grave, ils ont intimidé les médias par un emprisonnement tous azimuts. C'est pourquoi je salue, c'est l'occasion pour moi de saluer la ténacité et le courage des journalistes sénégalais et des hommes de médias, des hommes et femmes des médias, qui ont payé durement leur engagement et leur courage. Je parle des Badara Gadega, je parle des Abdounger, je parle des Bachir Fofana, je parle de toutes ces femmes et tous ces hommes des médias qui ont eu à en pâtir parce que le régime ne veut pas qu'on parle de la réalité du pays. Et c'est justement cela qui est le propre, encore une fois, de ces gens qui sont arrivés au pouvoir et qui aujourd'hui veulent nous mener en bateau. Fatou, vous avez raison. Vous avez dit que la dictature qui s'installe, elle s'installe. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Ce qui se passe au Sénégal est de la dictature. La dictature, c'est quoi? C'est refuser d'être critiqué. Refuser aux citoyens le droit de dire que ça ne marche pas. Et menacer de la prison ou emprisonner quiconque dit le contraire. C'est le Premier ministre qui a dit, sur la question de la dette dont on parlait, que celui qui dit qu'une dette cachée n'existe pas doit aller en prison. Donc celui qui ne pense pas comme moi, ou bien qui ne dit pas la même chose que moi, doit aller en prison. C'est pas de la dictature, ça. C'est pas de la dictature, ça. C'est ce Premier ministre qui vient nous dire il nous faut qu'on ait des magistrats, des juges du projet pour faire ce que nous voulons faire. Où est-ce qu'on a entendu des juges du projet, des juges contre le projet? C'est au Sénégal pour la première fois qu'on a entendu dire ça. C'est au Sénégal où on entend un Premier ministre, je parle sous le contrôle de mon ami El Daniel Sow, ça ne se dira jamais en France, qu'un Premier ministre dise que si moi je dis au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice d'arrêter personne, il va le faire. Voilà. Je n'invente rien. C'est au Sénégal qu'on entend dire ça. Des énormités ou des grossièretés de la sorte. Ce n'est pas de la dictature, ça. Est-ce qu'on va accepter de vivre dans la dictature? Je ne pense pas. Nous avons payé un lourd prix pour les évolutions démocratiques de ce pays. Nous ne l'accepterons pas. Et mieux, il y a deux catégories de citoyens, ou ce qu'on appelle les patriotes. Les patriotes, ce ne sont pas vous qui travaillez durement et qui aimez votre pays. Les patriotes, c'est ceux qui ont été les insurgés de Sweet Beauté, qui entre 2021 et 2024 ont cassé des écoles, ont cassé des hôpitaux, ont cassé des tribunaux, ont cassé des commissaires de police, ont insulté les gens, ont cassé des bus et ont cassé des centrales électriques. C'est ces gens-là qui sont des héros. C'est les héros de Sweet Beauté. C'est ces gens-là à qui on donne des fonds publics pour les indemniser. Voilà, une belle formule. C'est vous dire, voilà à quoi est réduit notre pays. On est en train de promouvoir ce qu'il y a de plus exécrable. Comment récompenser celui qui casse le bien public et qui le détruit? On prend nos fonds publics pour le récompenser, de récompense qu'on leur donne. Non seulement on a fait des décrets pour certains d'entre eux qui ont revendiqué publiquement avoir brûlé une centrale électrique, avoir tué ou avoir fait ceci ou cela, on les a récompensés, mais aujourd'hui on leur donne de l'argent rompette, nos fonds publics. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jusqu'à ce que le ministre de la Femme dit que nous avons pris l'argent pour les aides pour les bourses familiales pour donner à ces gens-là. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Donc voilà la situation que nous vivons au Sénégal. Et ils sont gagnés par ce qu'on appelle l'arrogance du pouvoir. C'est l'arrogance du pouvoir qui dit quoi? C'est ce qu'on appelle l'outrecuidance du nouveau riche, le parvenu. Quand un ministre dit Abbas Bouleke 5 milliards de montagnes, c'est nous insulter nous tous. Et nous vivons ça au Sénégal. L'outrecuidance ou l'arrogance du nouveau riche, c'est qu'un premier ministre se balade à travers le monde en quête privée. Ça n'a jamais existé au Sénégal. On nous parlait d'économie budgétaire. Mais regardez le budget de l'État du Sénégal. La masse salariale de la fonction a augmenté. À chaque mois, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, on a augmenté 3 milliards de masse salariale à payer à qui? À des gens qui n'avaient ni la qualification, ni le titre. On leur donnait des avantages. Au Sénégal, on a vu pour la première fois un Premier ministre avoir des fonds politiques équivalents aux fonds politiques du président de la République. Parce qu'on a 2 présidents. Voilà la réalité du pays. Personne ne le conteste. Le Premier ministre a un fonds politique de 9 milliards. Quand vous regardez le budget, vous n'allez pas voir fonds politique du Premier ministre 9 milliards. Vous ne verrez pas fonds politique du président de la République 11 milliards. Vous ne verrez pas fonds politique du président de l'Assemblée nationale 5 milliards. C'est ce qu'on appelle les dépenses de transfert. C'est comme ça. Donc ils vont dire, oui, qui va me montrer qu'il y a des fonds politiques dans le budget? Mais oui, vous ne le trouverez pas, mais c'est les dépenses de transfert. Voilà. Et ces montants sont là-bas. Et ils sont tellement njouglans qu'ils ont rompu avec une pratique de transparence qui était en cours au ministère des Finances. C'était quoi? Au ministère des Finances, depuis toujours, quand on allait sur le marché financier, on faisait un communiqué pour dire que nous sommes allés sur le marché financier. Nous avons cherché ça, voilà ce que nous avons obtenu, voilà les taux réels. Et les taux de commission, c'était systématique. On ne le fait plus. On ne fait plus quoi? Rapport d'exécution trimestrielle du budget de l'État. On ne l'a pas publié jusqu'au mois de septembre 2024. On ne le publie pas. Il a fallu peut-être qu'une langue pendue comme la mienne dénonce cela pour qu'on puisse nous sortir un rapport d'exécution budgétaire du dernier trimestre de 2024, mais un rapport opaque parce qu'on n'a pas mis dans le rapport les dépenses par ministère. Et c'est parce qu'à ce moment-là, que j'avais souligné qu'il y avait 8 milliards pris par le Premier ministre sur des fonds politiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté de le faire. C'est vous dire simplement qu'ils font tout le contraire de ce qu'ils avaient prêché. Je commence à être trop long. Il faut que je m'arrête parce qu'on aura l'occasion de débattre et aussi on a beaucoup attendu. Je n'ai pas voulu vraiment rester sur le canevas parce qu'il n'y avait plus de canevas d'ailleurs. Hein. Vous m'aviez donné un thème, aujourd'hui vous m'avez dit que ça a changé, etc. Alors donc finalement je parle comme je veux. Vous avez le droit. Voilà. Encore une fois je vous remercie.